néné. Ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Excusez mon air, je reviens de dehors de travailler sur la propriété. Je vous fais une petite vidéo où, parce que j'ai regardé, on est dimanche après-midi, et ce matin, j'ai regardé les traders que je suis sur YouTube et sur d'autres plateformes depuis un bout de temps. Et puis, les traders commencent à penser qu'il y a une faillite des banques probablement qui s'en vient. Parce qu'il faut se rappeler que avant que le COVID arrive, déjà depuis un an, l'économie réelle dans le monde descendait, puis se maintenait, puis les marchés se maintenaient au niveau de la bourse parce que les banques centrales injectaient de l'argent à tour de bras. Mais les ventes de tous les magasins le disaient, puis ils n'ont pas fait un plus gros chiffre d'affaires, que tout était stable ou en déclin. Ce que le virus a fait, c'est que ça a tout accéléré. Puis le virus, il y a un paquet de polémiques que je vois passer à ce sujet-là. On ne sait pas si il y a des... comment je te dirais ça? Je ne sais même pas moi-même, mais j'avais donné des pistes de solutions, mais on dit, bon, c'est un virus fabriqué. J'y crois pas trop. Il y a des traces de VIH dedans. J'y crois pas trop. C'est un virus qui vient des animaux. C'est très plausible. Les mammifères et les oiseaux partagent beaucoup de types de coronavirus. Fait qu'il s'agit que deux coronavirus de deux types se ramassent dans un réservoir, puis que les virus échangent un peu d'informations. Puis là, ah ok, maintenant j'ai la protéine. Ils rentrent dans les cellules, puis ils commencent à se multiplier. Les bactéries font ça aussi, beaucoup échanger de l'information. Puis là, j'ai vu passer, je vous mettrai l'adresse, un texte qui vient de scientifiques qui ont une autre piste de solution parce que disent on n'a pas besoin de tuer le virus parce que le virus a l'air à travailler en tandem avec une bactérie. Puis que cette bactérie-là, les enfants en ont presque pas, puis plus tu avances en âge, plus tu es pogné avec, puis plus elle cause des cancers, puis plus elle cause d'inflammation. Mais encore là, il y a beaucoup de... En tout cas, je mettrai l'adresse, parce que c'est une étude, puis une piste d'étude. Il y a l'étude des vaccins aussi, mais les vaccins, ça va être compliqué aussi, parce que regardez, les vaccins de l'influenza, qui est un virus aussi, sont efficaces entre 40 et 80 %, puis il y a des personnes sur qui c'est absolument pas efficace. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a tout le temps un paquet de souches qui arrivent, puis il y a tout le temps un paquet, tous ces virus-là, ce type de virus-là, sont des virus qui mutent assez rapidement. Fait que, du temps que tu fasses le vaccin à ce que tu l'injectes à des gens, le virus a déjà muté assez pour plus être très sensible au vaccin. Puis pour en revenir aux polémiques, il y avait la polémique du vaccin fait en laboratoire. J'y crois pas trop. Ça se peut qu'il y ait eu des manipulations. Ça, l'avenir nous le dira. Le vaccin qui a été lâché dans la nature comme une arme chimique, je vois pas la Chine faire une affaire de même parce que ça ferait comme le gars qui a tué sa poule aux œufs d'or. Autrement dit, tu tues l'économie du reste du monde, puis c'est le reste du monde qui font vivre ton économie. Et dans ma tête, c'est quelque chose qui est absolument aberrant. Donc, ça non plus, ça marche pas. Il y a les deux possibilités, comme je vous dis, c'est soit le virus, les gens du laboratoire travaillaient dessus, puis il y a eu un problème de sécurité, puis le virus s'est échappé, puis c'est dans la région de Wuhan, proche du marché, puis en tout cas, tu sais, c'est comme toute la suite qui vient. Et puis, il y a la piste biologique. Mais revenons à nos banques qui risquent de faire faillite. Il y a dans le monde 4 ou 5 grosses banques d'affaires qui sont des banques systémiques. Ça veut dire que si une de ces banques-là fait banqueroute, au niveau monétaire, on a un esprit de problème. Ça va déstabiliser le système au complet. Puis même peut-être le faire tomber. En 2008, c'est ce qui a failli arriver. Les États ont pris des milliers de milliards, puis ont renfloué ces banques-là. Puis ces banques-là, au lieu de retourner l'argent dans l'économie réelle, ont gardé l'argent dans les marchés. L'argent tournait à la bourse, puis tournait dans les marchés. Mais jamais allé dans l'économie réelle. Bon.
Le problème qu'on va avoir, plusieurs États voient venir ça, puis commencent à parler de revenus minimum garanti. L'Espagne est en train de penser à tester ça. C'est ça que M. Trudeau a l'air d'avoir commencé à faire aussi avec le PCU. Tu donnes un revenu de 2 000 par mois à tous tes citoyens. Ça a du sens à condition qu'il y ait une certaine activité économique et que tu n'empruntes pas sur les marchés, que tu passes par ta banque centrale. Puis la banque centrale, c'est au niveau d'un État, c'est justement son rôle. Elle, c'est le témoin du marché, c'est le témoin du PIB du pays. Donc, si tu n'empruntes pas sur les marchés, puis tu dis à la Banque centrale, ben, tu me rachètes tout ce qui traîne sur le marché, il n'y a pas de compagnies qui vont faire faillite, puis on va être capable de fournir un revenu à notre monde. Ici, toutes les banques centrales sont privées. Ici, la Banque centrale est restée privée, donc le Canada emprunte sur les marchés puis s'endette. Ça ne pourrait pas marcher longtemps. Aux États-Unis, ce qui a été fait, c'est bien différent. Le président a jointé la réserve du Trésor, puis la Banque centrale, qui était privée aussi. Donc, il s'est trouvé à nationaliser la Banque centrale. Maintenant, la Banque centrale rachète tout ce qui traîne comme cochonnerie d'actions sur le marché pour maintenir les marchés puis empêcher les compagnies de faire faillite. Puis l'Angleterre vient de commencer à faire ça aussi. L'Angleterre a dit à sa Banque centrale, c'est bien de valeur les marchés. Oublie ça, tu injectes l'argent direct dans l'économie. Donc, les plus petites banques, les banques de dépôt, risque d'être payant pour eux autres, mais les très grandes banques d'affaires risquent d'avoir des problèmes à court terme. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Tous les traders sont sur les dents, puis ils ont arrêté toutes leurs opérations. Je parle des professionnels, de ceux qui ont des grosses compagnies qui ont des millions en jeu. Là. Des millions, puis des dizaines, puis des centaines de millions en jeu. Les petits traders continuent à essayer de jouer à la bourse, puis de perdre de l'argent, mon ami, à une vitesse folle. C'est peut-être ça un petit peu qui tient les marchés présentement. Puis si vous regardez, présentement, même la Chine, son économie repart tranquillement, mais les gens n'en jettent pas. Parce qu'avant, c'était ça, c'était comme... Moi, j'étais pareil aussi. Bien que j'ai un mode de vie assez simple, le samedi, bon, j'ai besoin d'un petit cossin là, j'ai besoin d'un petit cossin là, à la place de l'acheter sur Internet, je vais aller prendre une ride avec le truck, puis je vais m'acheter le cossin qui manque chez Bureau en gros, ou chez Walmart, ou je vais aller à la petite boutique dans l'autre ville qui ont du maudit bon pain, et ainsi de suite. Là, je le fais plus. Puis tous les gens, ceux qui sont... Parce qu'en Chine, ils déconfinent tranquillement. Les gens se font déconfiner, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens des grands centres en ville, vu la valeur du yuan, ont des styles de vie qui commencent à ressembler aux nôtres pas mal. Les gens n'achètent plus. Ils ont été confinés. Même dans le reste de l'économie du pays, les gens n'achètent plus. Fait que les usines ont beau produire, mais il n'y a plus rien qui se vend. Puis, ici, c'est probablement ce qui va se passer aussi. Probablement qu'à mesure que le déconfinement va arriver, les gens ont eu tellement peur qu'ils recommenceront peut-être pas à acheter à la vitesse à laquelle ils achetaient. Ils vont plutôt s'occuper de leurs provisions puis s'occuper de leur survie. Si, pour un autre changement de sujet, si on veut parler du pétrole, avant que le COVID arrive, tous les grands États producteurs avaient commencé à augmenter beaucoup leur production. C'est pour ça qu'au Canada, depuis 1 an, le prix du pétrole s'est stabilisé. Puis pas longtemps, cet automne, il a commencé à descendre un peu. Ça veut dire que des places comme l'Alberta, que leur pétrole doit être à 70 $ pour être rentable, au moins, étaient rendus à 25-30$. Donc, ils perdaient de l'argent. Le pétrole de schiste, qui coûte un autre 50-60$ à extraire, avec du pétrole à 45-50$ comme on était rendu avant la crise du COVID, ils perdent de l'argent. Puis la Russie, pareil.
Puis le seul État qui était rentable au niveau du pétrole, parce que son baril coûte 5-6 piastres à extraire, c'est que probablement que il y avait une volonté peut-être de faire craquer le système. J'extrapole. Il y avait peut-être une volonté de faire craquer le système, puis de faire une des façons de faire craquer le système, c'est de faire tomber le prix du pétrole. Puis une des façons de faire tomber le prix du pétrole, c'est de créer des surplus. Mais là, avec le COVID, tout le monde a arrêté de consommer le pétrole. Ça veut dire que les chars ne roulent plus, les guenilles ne roulent plus, les gugus en plastique ne roulent plus. Il n'y a plus besoin de pétrole. Fait que là, on est présentement, tous les stockages sont pleins partout. Puis les pays ralentissent pas, là. Puis là, ce qui s'est passé pour qu'ils tombent en bas de zéro, c'est que tous les petits traders amateurs se sont garochés sur le pétrole qui remontait un peu, puis ils ont acheté des shares sur le pétrole. Autrement dit, ils ont carrément acheté des barils de pétrole. Ça vient par bloc de 1000 barils. Mais là, en WTI américain, si tu achètes des shares sur le pétrole, ils vont te livrer le pétrole. Puis là, le petit trader qui habite au 22e étage dans son penthouse, quand il reçoit un appel, il dit « Ton pétrole, tu le veux où? On va te le livrer à matin. » là. Ça ne tente pas d'avoir 1000 barils de pétrole dans sa piscine au 22e étage. Parce que c'est déjà arrivé une histoire de même. Un trader s'est fait livrer 200 vaches dans un building à New York. Parce qu'il avait acheté... Parce qu'il avait acheté des vaches sur le marché, puis il n'a pas été capable de les revendre. Il n'a pas été capable de revendre les shares. C'est ce qui se produit. Fait que là, ces petits traders-là, ils se débarrassent de leurs shares tant qu'ils se débarrassent de leurs options tant qu'ils peuvent. Puis la seule façon de s'en débarrasser maintenant, c'est de dire, la compagnie de pétrole, moi c'est une charge, je dois reprendre tes options. Donc, la compagnie dit, bon, ben là, ça va te coûter 40 piastres du baril. Tais-toi. Ce que c'est en train de faire aussi quand on parlait de faillite de banque centrale, c'est que au niveau des banques, quand on parlait de faillite de banque, au niveau de toutes les banques mondiales, il y a une affaire comme 2000 milliards qui sont prêtés aux compagnies pétrolières. Ça veut dire que si les compagnies pétrolières ne peuvent pas vendre de pétrole, surtout le pétrole de schiste, puis le pétrole albertain, puis le Brent en mer du Nord qui coûte assez cher à exploiter, ben, ces compagnies-là vont tomber en défaut de paiement. Puis les banques qui avaient emprunté de l'argent, emprunté de l'argent sur les marchés, eux autres même pour pouvoir fournir les producteurs, vont se ramasser aussi en défaut de paiement. Donc on va avoir un effet domino. C'est pour ça que ce que je vois dans les prochaines semaines ou prochains mois, on va assister à des faillites en cascade. Le système risque de tomber. Il n'y aura plus jamais rien de pareil. Notre monde va changer. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. C'est comme vous autres, j'anticipe. Puis je suis de... comment je vous dirais ça? Je suis de très très près l'évolution des marchés. Je suis de très très près toute l'évolution dans le monde. Autant je me tape de la télé africaine, je me tape de la télé, parce qu'il y a de la très bonne télé africaine francophone où ils t'expliquent pourquoi ils ont sacré l'OMS dehors, puis pourquoi il y a des problèmes avec la Fondation Gates. Ça, la Fondation Gates, on en reviendra, je vais faire une vidéo dans pas longtemps avec tout l'historique de Bill Gates. Moi, je l'ai vu aller... puis il nous a fait plein de petits problèmes dans l'informatique. Parce que lui, là, c'est le contrôle total. Puis j'imagine qu'avec sa fondation, ça doit pas être loin de ça non plus. Mais ça, j'aime mieux aller chercher de l'information, puis avoir du factuel, puis avoir des preuves avant d'en parler. Donc, c'est ça. C'est ma vision des choses. Moi, écoute, je peux pas être très impacté parce que la maison est presque claire, j'ai aucune dette. J'ai pour l'instant un travail, j'ai repris le travail lundi dernier. Puis j'ai déjà des petites pensions, une coupe de revenus ailleurs, donc c'est sûr que mon niveau de vie risque de baisser, mais ça risque pas de me mettre à la rue. Mais pour les gens qui sont à côté là, ce qui est le cas de la moyenne des gens, comme nos gouvernements, ben ça va faire mal. À moins que, comme je disais, les gouvernements commencent à tester, puis certains gouvernements occidentaux commencent à tester le revenu minimum garanti, puis travailler directement avec leur banque centrale.
comme je disais, c'est ma vision. Si vous avez aimé ça, si vous avez aimé ma vision des choses, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis moi, ben, je continue à suivre ça de près, puis à mesure que je trouve des informations, ben, je vous en parlerai. Salut!